Le marché de Carcassonne s'éveille sous un épais brouillard de février, de ceux qui transforment la cité médiévale en un fantôme de pierre. Parmi les étals proposant fromages artisanaux et vins locaux, Agnès Blanc dispose des pots de miel de main qui tremblent moins qu'on ne le croirait à 72 ans. Ses cheveux blancs sont tirés en un chignon strict, son visage marqué par des rides qui semblent les cicatrices de combats silencieux, son corps trop maigre sous son manteau de laine noire. Elle vend du miel depuis 50 ans. Les abeilles sont tout ce qui lui reste depuis que son mari s'est pendu dans la grange, il y a 23 ans, ne laissant derrière lui que des dettes et une lettre de 3 lignes où il ne mentionne même pas son nom. Agnès ne s'est jamais remise de l'humiliation, non pas de la mort elle-même, mais de ce qui a suivi. Les voisins qui murmuraient qu'elle devait être une épouse pire que la mort pour que cet homme ait préféré la pendaison. Ses 3 enfants ont fui Carcassonne dès qu'ils l'ont pu, se dispersant à travers la France comme des réfugiés de guerre, s'appelant à Noël pour se souvenir, sans jamais revenir. Elle vit seule dans une maison de pierre, à la périphérie de la citadelle, aux murs épais qui ne la protègent ni du froid hivernal, ni de la chaleur estivale, mais seulement du silence qui, pendant 20 ans, a lentement rongé sa raison. Il rend la monnaie à un client lorsqu'il aperçoit le jeune homme. Celui-ci s'arrête devant l'étal, le regard perdu, fixant les pots de miel. Trop jeune pour être seul là, 20 ans peut-être moins, maigre comme un clou, vêtements sales, un sac à dos déchiré sur les épaules, des ecchymoses violacées sur le visage à peine dissimulé par une barbe clairsemée. De longs cheveux bruns cachent des yeux marrons profonds et effrayés, de ces yeux qui en ont vu d'autres. Il sent la sueur rance et le désespoir encore frais. « Vous comptez acheter quelque chose ou vous regardez juste ?» demande Agnès d'un ton trop sec. Une voix qui, depuis des années, fait fuir les clients. Le jeune homme sursaute et recule d'un pas, tel un animal prêt à prendre la fuite. « Excusez-moi » murmure-t-il d'une voix rauque qu'il n'a pas utilisée depuis des jours. « Je n'ai pas d'argent, je regardais juste. » Son accent n'est pas français, peut-être roumain, peut-être bulgare. « Alors foutez le camp, espèce de clochard !» lance-t-elle aux clients, les effrayant. Il s'éclipse rapidement, les épaules voûtées par la honte. Agnès le revoit le lendemain. Assis par terre, adossé au mur médiéval, il frissonne de froid, les yeux clos, la respiration superficielle. Les gens passent devant lui comme s'il était un déchet oublié. Agnès passe elle aussi son chemin, rentre chez elle, mais l'image de ce garçon abandonné la trouble. La nuit, seule dans son lit froid, elle l'imagine mourir de froid contre ces pierres 8 fois centenaires. Elle se lève, prépare une soupe chaude, la met dans un thermos et retourne en ville. Il est toujours là. Réveillé, les genoux serrés contre sa poitrine, il se balance légèrement comme un fou. Agnès s'approche et lui tend la bouteille. « Prends-la. » Il a l'air méfiant. « Que veux-tu ?»« Rien. Bois-la juste avant que je meure ici. » Il la prend, les mains tremblantes, boit à même la bouteille, se brûle la langue, mais ne s'arrête pas. Quand il a fini, il la regarde avec un regard qui pourrait être de la gratitude ou un simple calcul de survie. « Comment t'appelles-tu » Elle ne sait pas pourquoi elle pose la question. « Dimitri » répond-il doucement. « Dimitri Petrov. Si la solitude extrême vous pousse à prendre des décisions insensées, vous serez piégé. Poursuivez votre lecture. » Agnès devrait partir rentrer chez elle, oublier ce garçon. Mais elle l'entend demander « D'où viens-tu » ? « De Bulgarie, de Sofia. Que fais-tu ici ? » « Je suis venu travailler sur un chantier. Mais l'homme qui m'a amené m'a volé mes papiers, mon argent, et m'a laissé ici il y a 3 jours. Pourquoi n'irais-tu pas voir la police ? Il rit, d'un rire amer. La police va me renvoyer. Je suis entré illégalement. J'ai payé tout ce qu'il fallait pour passer la frontière. Si je retourne en Bulgarie, je n'ai plus rien. Ma famille m'a vendu pour rembourser des dettes à de mauvaises personnes. Agnès reconnaît ce désespoir sans borne. Tu sais travailler ? Je peux tout faire. J'ai besoin de quelqu'un pour réparer des choses chez moi. Le toit, la clôture, les canalisations. Je peux te nourrir, te loger et te donner un peu d'argent si tu travailles bien. Dimitri la regarde comme s'il s'agissait d'une sainte ou d'un démon, sans avoir encore tranché. Sérieusement ? Sérieusement, mais si tu voles quoi que ce soit, je te tue de mes propres mains, compris ? Il hoche la tête, les yeux embués de larmes qu'il retient. Ce soir-là, Dimitri se rend chez elle. Agnès lui montre la minuscule chambre qui appartenait à son fils aîné 30 ans plus tôt. Un lit étroit, une fine couverture,
mais un véritable palais comparé à la rue. Elle prépare le dîner. Des pommes de terre bouillies avec de la saucisse, du pain rassis, rien d'extraordinaire, mais il mange comme s'il s'agissait d'un festin. Puis, timidement, il demande « Puis-je prendre une douche ?» Elle lui indique la salle de bain. L'eau chaude sera coupée dans 10 minutes. Dépêche-toi. Pendant qu'il se lave, Agnès examine les vêtements qu'il a laissés dans la chambre. Déchirés, crasseux, une odeur insupportable. Elle les brûle dans la cheminée, laissant les vieux vêtements de son défunt mari sur le lit. Quand Dimitri sort du bain, propre pour la première fois depuis des semaines, il paraît encore plus jeune, presque un enfant. Trop maigre, les côtes saillantes, de vieilles cicatrices dans le dos dont elle ne cherche pas à connaître l'origine. Dimitri travaille. Il se lève avant l'aube, répare un toit qui fuit depuis 5 ans, remplace les planches pourries de la clôture, débouche les canalisations, coupe du bois, nettoie la grange où Agnès n'est pas entrée depuis qu'elle y a trouvé son mari pendu. Il travaille comme un forcené, désespéré de prouver sa valeur. Agnès l'observe par la fenêtre. Elle ne l'avouera jamais, mais il y a quelque chose de réconfortant à sentir une présence dans la maison, le bruit des marteaux, les pas dans le couloir, la vie qui reprend son cours. Ce soir-là, ils dînent ensemble en silence d'abord. Mais peu à peu, Dimitri prend la parole. Il raconte son enfance brutale à Sofia, son père alcoolique qui le battait, sa mère décédée quand il avait 12 ans, ses jeunes frères et sœurs qu'il a tenté de protéger en vain. Vendu à 15 ans pour travailler dans une ferme, il s'est enfui à 19 ans et a réussi à gagner la France grâce à la promesse d'un travail décent qui n'était qu'un mensonge. Agnès écoute tout d'un air impassible, mais quelque chose en elle, en sommeil depuis des décennies, se met à palpiter faiblement. 3 semaines passent. Dimitri reprend du poids, son visage retrouve des couleurs, ses ecchymoses disparaissent. Il sourit parfois, un sourire timide qui illumine ses traits délicats. Agnès remarque qu'il est beau d'une beauté presque féminine. Longs cils, lèvres pulpeuses, grandes mains mais gestes doux. Elle se surprend à le fixer, des pensées qu'elle n'avait plus eues depuis sa jeunesse envahissant son esprit. Elle se sent ridicule, une vieille femme perverse fantasmant sur un garçon qui a l'âge de son petit-fils. Mais un soir, après avoir partagé une bouteille de vin, Dimitri lui demande « Pourquoi m'as-tu aidé ? Personne d'autre ne l'a fait. » Agnès finit le vin, la langue légèrement enivrée. « Parce que je sais ce que c'est que d'être seule. Mon mari s'est suicidé, mes enfants me détestent. J'ai passé 20 ans à ne parler qu'aux abeilles. Tu m'as rappelé que je suis encore vivante. » Dimitri la regarde différemment. Quelque chose change dans ses yeux. « Tu n'es pas aussi vieille que tu le crois. J'ai l'âge d'être ta grand-mère. L'âge n'a pas d'importance quand on est bon. » Le silence qui suit est lourd d'une menace. Agnès se lève pour faire la vaisselle. Dimitri la suit et se place derrière elle. Elle sent sa chaleur, l'odeur d'un savon bon marché et de sa jeunesse. « Agnès, » dit-il doucement, « puis-je te remercier ? Tu m'as déjà remercié. Pas comme il fallait. » Il lui touche l'épaule, la fait pivoter pour qu'elle le regarde, et avant qu'elle puisse protester, il l'embrasse. Le baiser est inattendu, urgent, ses mains sur son visage, son corps réagit avant même qu'elle ait pu comprendre. Lorsqu'ils se séparent, Agnès tremble. Ce n'est pas normal. Pourquoi ? Parce que tu es un enfant. J'ai 20 ans, je suis adulte. Parce que tu es là par nécessité, pas par choix. Et si c'était les deux, cette tension vous freine-t-elle ? Continuez, car ça va empirer. Ils dorment ensemble cette nuit-là. Ce n'est pas romantique, c'est désespéré. 2 êtres solitaires qui s'étreignent comme des naufragés. Agnès n'a pas fait l'amour depuis 23 ans. Son corps a oublié comment faire. Mais Dimitri est patient, d'une douceur surprenante. Après, allongée sur l'étroit lit, Agnès pleure en silence, incertaine si c'est de soulagement ou de honte. Dimitri la serre dans ses bras, lui murmurant des mots en bulgare qu'elle ne comprend pas, mais dont le ton est réconfortant. Les mois suivants s'inscrivent dans une étrange routine. Le jour, Dimitri travaille à la propriété. Agnès vend du miel au marché. Le soir, ils dînent, regardent la télévision et font l'amour de plus en plus souvent. Agnès s'épanouit visiblement, s'achète de nouveaux vêtements, se teint les cheveux et commence à sourire. Dimitri se muscle, prend confiance en lui et apprend rapidement le français. Mais des ombres planent. Dimitri fait des cauchemars.
se réveille en hurlant en bulgare, en sueur, les yeux écarquillés de terreur. Agnès le calme, mais il ne lui explique jamais le contenu de ses rêves. Parfois, elle le surprend le regard vide, perdu dans le vide, une expression qui l'effraie. Un jour, elle le trouve dans la grange, tenant la corde qui pend encore de la poutre, celle-là même qu'utilisait son mari caressant les fibres d'un regard absent. « Dimitri, que fais-tu » Il laisse tomber la corde d'un geste brusque. « Rien, je réfléchis. » 4 mois après l'arrivée de Dimitri, Agnès prend une décision insensée. Elle l'épouse. Il fait la vaisselle, les mains immobiles dans l'eau savonneuse. « Quoi ? Épouse-moi » répète-t-elle fermement. « Si nous sommes mariés, tu auras le droit de rester en France, tu auras des papiers, une protection. » Dimitri se retourne, le visage impassible. « Tu veux vraiment m'épouser ou juste pour les papiers ?» Agnès hésite. Au début, elle pensait aux papiers, mais maintenant, elle ne sait plus. « Je veux que tu restes. » Est-ce suffisant? Il se marie par un après-midi gris de juin à la mairie de Carcassonne, lors d'une cérémonie glaciale où un greffier blasé fait office de témoin. Agnès porte une robe bleu marine achetée en solde, Dimitri le vieux costume de son défunt mari qui nécessitait quelques retouches. Pas de fleurs, pas de fête, juste la signature des papiers. Lorsque le greffier les déclare unis par les liens du mariage, Dimitri embrasse Agnès sur la joue, et elle perçoit dans son regard une émotion indéfinissable. Du soulagement, de la gratitude, ou quelque chose de plus sombre. La nouvelle du mariage fait l'effet d'une bombe à Carcassonne. Dans cette petite ville où tout le monde se connaît, impossible de passer inaperçu, la vieille Agnès a épousé un étranger, assez jeune pour être son arrière-petit-fils. Les ragots sont cruels. Elle aurait acheté son mari. Il n'en voudrait qu'à son héritage. Elle serait sénile. Il serait un prostitué. Furieux, les enfants d'Agnès appellent, menaçant de la déshériter comme s'il y avait quoi que ce soit à hériter, et rompent tout contact avec elle. Mais les conséquences sont pires. Une nuit, 3 semaines après le mariage, on frappe violemment à la porte. Agnès ouvre, un homme imposant lui barre l'entrée. « Je cherche Dimitri Petrov. »« Qui êtes-vous » ?« J'ai affaire à lui. » Dimitri apparaît derrière Agnès, le visage blême. « Victor. » L'homme sourit, sans la regarder dans les yeux. « Dimitri, tu croyais pouvoir disparaître comme ça ? On a un marché. » Dimitri pousse Agnès à l'intérieur, sort et claque la porte. Agnès écoute à travers les bois épais. Victor parle doucement, d'un ton menaçant. Dimitri répond en bulgare, suppliant du regard. La discussion dure 10 minutes, puis le silence. Dimitri revient seul, le visage fermé. Qui était-ce ? Personne. Ne me mens pas. Il finit par la regarder. Tu te souviens, je t'avais parlé de nous, de l'argent que ma famille devait ? Victor est l'un d'eux. Il m'a retrouvé. Que veut-il ? De l'argent que je n'ai pas. Combien ? Dimitri hésite. 15 000 euros. Agnès a le vertige. Je n'ai pas ça. Je sais, répond-il d'une voix lasse. Je trouverai bien une solution. Comment ? Je ne sais pas encore. Agnès voit le désespoir revenir dans ses yeux. Le même désespoir qu'il avait lorsqu'il était à la rue. Et quelque chose se brise en elle. Je vendrai la maison, dit-elle. Et les ruches, ensemble, ça devrait suffire. Non, proteste-t-il. C'est toute ta vie. Même si tu meurs, ça ne changera rien. Ce sombre secret vous choque ? Poursuivez votre lecture, car ce n'est pas fini. Agnès constate qu'elle ne parvient pas à vendre assez vite. Vieille maison isolée. Marché immobilier moribond à Carcassonne. Victor revient à 2 reprises, chaque visite étant plus menaçante que la précédente. Lors de sa seconde visite, il brise une vitre et laisse un mot. Dans 2 semaines, sinon je reprends le garçon. Et cette fois, il ne revient pas. Dimitri sombre dans la dépression. Il cesse de manger, de parler, et passe des heures dans la grange à fixer la corde. Agnès est terrifiée à l'idée qu'il puisse faire comme son mari. Un soir, désespérée, elle lui demande « Pourquoi es-tu vraiment venu en France ? Tu as dit pour le travail, mais il y avait autre chose, n'est-ce pas ?» Dimitri craque enfin. Il révèle la vérité qu'il cachait. Sa famille ne l'a pas vendu pour travailler. Il a été vendu à un réseau de prostitution, contraint de commettre des atrocités pendant 3 ans, a tenté de s'échapper à plusieurs reprises, a été rattrapé et torturé. Victor était l'un des clients, mais il l'a aussi aidé à s'enfuir, moyennant une dette impossible à rembourser. Dimitri s'est enfui en France, croyant être libre,
Mais Victor l'a retrouvé. Maintenant, il doit payer ou retourner en enfer. Agnès écoute tout avec une horreur grandissante. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que j'avais honte. Parce que je pensais que tu me chasserais si tu savais ce que j'avais été forcé de faire. Elle prend son visage entre ses vieilles mains. Ce n'était pas ta faute. J'ai l'impression que si. Ce n'était pas le cas, répète-t-elle fermement. Ce soir-là, Agnès prend sa décision finale. Il ne lui reste qu'une seule chose de valeur, outre la maison. Un bijou de famille ancien, une bague en or sertie d'un rubis, transmise de génération en génération, qui vaudrait peut-être 10 000 € si elle trouvait le bon acheteur. Elle ne l'a jamais vendue car c'était son dernier lien avec sa mère, décédée 40 ans plus tôt. Mais Dimitri vaut bien plus que des souvenirs. Elle vend la bague 8 000 au marché noir toulousain, emprunte 5 000 à un usurier en hypothéquant sa maison. Des taux d'intérêt exorbitants, mais elle n'a pas le choix. Elle réunit 12 000. Ce n'est pas suffisant, mais c'est tout ce qu'elle peut faire. Quand Victor revient, elle lui remet l'argent. Il manque encore 3 000. Victor compte les billets, regarde Dimitri. Son riche mari n'a pas pu réunir la somme? Elle a essayé, répond Dimitri d'une voix calme. Victor sourit cruellement. Alors, je suppose qu'il nous faudra trouver un autre moyen de paiement. Agnès comprend où il veut en venir. Non. Victor l'ignore, concentré sur Dimitri. Tu sais comment payer le reste. Tu viens avec moi un soir, tu fais comme d'habitude. Et 3 000 sont payés. Non, répète Agnès plus fort. Prends la maison, prends tout. Mais il ne viendra pas avec toi. Victor rit. Vieille femme, on ne donne pas d'ordres ici. Dimitri, demain soir, je viendrai te chercher. Et il s'en va. Agnès passe la nuit blanche à réfléchir. Dimitri, résigné, affirme qu'il n'a pas le choix, qu'une nuit ne tuera personne, qu'il a déjà fait pire. Mais Agnès voit dans ses yeux qu'une seule nuit peut bel et bien le tuer, non pas physiquement, mais ce qui reste de son âme. Au matin, elle passe un coup de fil. Êtes-vous pris au piège de cette tragédie? Continuez car la fin vous anéantira. Ce soir-là, à l'arrivée de Victor, 2 policiers l'attendent. Agnès a fait une déposition complète concernant le trafic d'êtres humains, la prostitution forcée, l'extorsion, tout ce que Dimitri avait raconté. Victor est arrêté, proférant des menaces tandis qu'on l'emmène. Mais la victoire a un goût amer. Dimitri est lui aussi emmené pour être interrogé. Il est en situation irrégulière, victime, et sans papier malgré son mariage, car la procédure légale n'est pas encore finalisée. Agnès engage un avocat avec des moyens qu'elle n'a pas et se bat pendant 6 mois devant les tribunaux. L'affaire est complexe. Dimitri est victime de trafic d'êtres humains, mais il est aussi entré illégalement sur le territoire. Il existe une procédure permettant aux victimes de rester en détention, mais la bureaucratie est infernale. Pendant cette période, Dimitri est placé dans un centre de rétention. Agnès lui rend visite chaque semaine. Il maigrit à nouveau, son regard s'éteint. Finalement, une décision de justice. Dimitri peut rester en France en tant que victime de la traite des êtres humains, son mariage est reconnu et il obtiendra un titre de séjour permanent. Mais à une condition. Il doit témoigner contre Victor et tout le réseau. Une procédure qui pourrait durer des années et le mettre en danger constant. Dimitri accepte. Il n'a pas le choix. Il rentre chez lui, mais il n'est plus le même. Traumatisé par le procès, il vit dans la crainte constante de représailles et se sent coupable d'avoir entraîné Agnès dans cet enfer. Elle a tout vendu, ils vivent dans un minuscule appartement en location. Elle fait le ménage car plus personne n'achète son miel, sa réputation est ruinée. Un soir, 2 ans après leur mariage, Dimitri est assis près de la fenêtre, une cigarette à la main. Agnès tricote à ses côtés. « Tu regrettes quelque chose ?» demande-t-il. « Regretter quoi ?»« De m'avoir sauvé ce soir-là, de tout. » Agnès cesse de tricoter et le regarde. « Je ne regrette pas de t'avoir sauvé. Je regrette de ne pas avoir pu te sauver avant tout ce que tu as enduré. Mais je ne te regrette pas, toi. » Il éteint sa cigarette, prend sa main. « Je t'aime, tu sais. Pas l'amour romantique des contes de fées, mais l'amour de quelqu'un qui doit sa vie à quelqu'un, qui a été vu alors qu'il était invisible. » Agnès lui serre la main. « Je t'aime aussi, maladroitement. Ça me suffit. » 3 ans après le mariage. Dimitri a 23 ans, Agnès 75. Ils survivent, sans plus. Ils vivent dans une pauvreté qu'Agnès n'a jamais connue, mais une certaine paix règne. Dimitri travaille dans un restaurant. Il a enfin obtenu ses papiers,
il peut vivre légalement. Agnès est malade, atteinte d'une grave arthrite. Elle ne peut plus travailler et dépend désormais de lui financièrement. Une cruelle ironie. Ses enfants ne sont jamais revenus. La ville ne lui a jamais pardonné. Mais un après-midi de printemps, assis dans le petit parc près de l'appartement, Dimitri dit « Merci. Pourquoi? De m'avoir donné un nom, une identité, une vie. Avant toi, je n'étais rien, un fantôme. Maintenant, je suis une personne. » Agnès, les larmes aux yeux. Tu as toujours été une personne, mais personne ne le voyait. Il l'embrasse sur le front, un geste devenu leur rituel. La vérité obscure n'était pas un amour interdit. C'était que l'amour n'avait jamais été l'essentiel. C'était une survie mutuelle, deux êtres brisés se soutenant l'un l'autre pour ne pas sombrer complètement. C'était un échange qui s'est mué en lien, un besoin qui a pris une forme d'affection. Ce n'est pas une belle histoire d'amour triomphant des obstacles. C'est l'histoire douloureuse de deux êtres blessés qui tentent de se guérir mutuellement, les mains trop brisées pour tenir quoi que ce soit fermement. Mais peut-être est-ce plus réel que n'importe quel conte de fées, car au final, Dimitri ne l'a pas utilisé et elle ne l'a pas acheté. Ils se sont sauvés mutuellement, imparfaitement comme le font les êtres humains imparfaits. Et si ce n'est pas de l'amour au sens traditionnel du terme, c'est quelque chose d'encore plus rare, une loyauté farouche forgée dans le désespoir partagé. La scène finale se déroule 5 ans après le mariage. Agnès meurt dans son sommeil d'une crise cardiaque à 77 ans. Dimitri, désormais âgé de 25 ans, organise des obsèques simples. Personne n'y assiste, sauf lui. Il l'enterre auprès de son premier mari, car c'est là qu'elle avait souhaité reposer. Une ultime ironie, les deux époux réunis dans la mort malgré tout. Dimitri resta en France, construisant une vie paisible mais authentique, sans jamais se remarier, conservant une photo d'Agnès dans son portefeuille, jusqu'à sa mort à 68 ans, des suites d'un cancer du poumon. Quand on l'interrogeait sur la vieille dame de la photo, il répondait invariablement « C'était ma femme, et elle m'a sauvé quand personne d'autre ne s'intéressait à moi. » Et c'était une vérité obscure que lui seul avait besoin de comprendre. Si ce récit poignant vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui comprend que tout amour n'est pas beau, mais que certains amours sont nécessaires. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui ne cachent rien du prix à payer pour survivre dans un monde qui écrase les faibles. Car parfois, la dure réalité est que le salut ne se pare pas de romantisme. Il est souillé de désespoir et de gratitude prise pour de l'affection. Et pourtant, c'est tout ce qui nous reste.